à toutes et à tous, bienvenue sur Demain et We Do Biz Radio. Pour ce nouveau numéro de Businesswoman, le thème de l'émission est consacré à un business qui ne connaît pas la crise, celui de la beauté. Si les grands groupes disposent de moyens marketing redoutables pour rendre leur marque incontournable aux yeux des clients, les startups doivent trouver des stratégies alternatives pour faire imposer et promouvoir leurs produits ou services. Pour nous en parler, Rizlan Gebran, cofondatrice de ListFactor, et Sarah Belmire, cofondatrice de Mon Make-up USA. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je vais vous laisser un petit peu nous expliquer l'une et l'autre vos activités. Je rappelle juste que vous êtes en cours de création. Le lancement est prévu pour début juin. En ce qui vous concerne, donc l'entreprise existe depuis 7 ans. Vous êtes essentiellement sur le marché japonais et vous sur le marché des États-Unis. Donc effectivement, nous sommes dans le marché des cosmétiques capillaires, donc avec pour particularité de proposer des produits qui correspondent à des besoins qui étaient alors insatisfaits. Voilà, donc nos produits sont distribués parmi les salons de coiffure, également des sociétés de distribution en France et à l'étranger. D'accord, et pour Sarah? Et nous, donc, on est un site de e-commerce qui va rassembler des produits cosmétiques, donc de soins et de maquillage, et aussi pour les cheveux, uniquement de marque américaine. D'accord, alors cette aventure, elle a commencé pour vous, Sarah, suite à une rencontre avec votre cofondatrice, Gaëlle. Voilà, Gaëlle, donc en fait que j'ai rencontrée au lycée. Donc on est deux amies d'enfance. On a chacune eu notre parcours, voilà, après le lycée, les études. Moi, je suis partie habiter aux États-Unis, et puis on s'est retrouvés il y a quelques années, et elle avait déjà une expérience dans l'entrepreneuriat. Et c'était vraiment ça qui nous rassemblait, l'envie d'entreprendre. Donc on a décidé de se lancer en septembre. Sans Gaëlle, vous n'auriez pas fait le saut de l'entrepreneuriat? Je ne l'aurais pas fait dans ce secteur, en tout cas, c'est sûr, parce que c'est vraiment la complémentarité de nos profils et de nos expériences qui est un atout, je pense, pour notre site. Alors vous, Rizlan, vous venez du monde de l'assurance, de la banque. Absolument, complètement différent, n'est-ce pas, hein, oui. Et donc pourquoi ce choix de la cosmétique? Alors, un choix qui correspond déjà, en fait, il y avait une opportunité à saisir, clairement, sur un marché sur lequel il y avait tout un tas de personnes dont je faisais partie, qui avaient des besoins, qui étaient soit ondulés, frisés ou raides, dans le sens contraire, et qui souhaitaient avoir les cheveux lisses, sans aucun effort, dès la sortie de la douche. Effectivement, nous avons développé, à l'aide d'un laboratoire japonais, des produits conformes à leurs attentes au quotidien. Est-ce qu'on peut parler d'un marché de niche? Je pars de 7 ans en arrière, quand vous vous êtes lancé. Alors, effectivement, oui, nous avons démarré comme étant un marché de niche, puisqu'effectivement, il n'y avait pas de réponse, et c'est un marché on parle de marché de niche lorsqu'il s'agit d'un segment extrêmement étroit. Donc, effectivement, il s'agissait à l'époque d'un segment étroit, puisqu'il n'était pas satisfait. En revanche, aujourd'hui, nous tentons de le démocratiser. Alors, ce produit, il a créé un petit peu la controverse. On va tout de suite parler de ce point fort, puisqu'il s'agit d'un produit glissant. L'AFSAP s'est même penché sur le sujet. On en a beaucoup entendu parler. Quel est le réel danger de ce produit, s'il en a? Et quel recul on a effectivement sur l'utilisation de ce type de produit? Alors, concernant notre produit qui existe depuis 7 ans, effectivement, il n'a jamais fait l'objet de quelconque controverse. Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler, et je pense que ça peut intéresser vos téléspectateurs et auditeurs. L'AFSAP, ça fait un travail extrêmement efficace et réactif en interdisant près de 60 sociétés proposant des produits qui ne sont en aucun cas les nôtres et qui contiennent du formol, substance dangereuse. La fameuse substance, d'accord. Absolument. Nos produits, en l'occurrence, ne contiennent et n'ont jamais contenu cette substance totalement inutile. Ce sont de fabrication japonaise, un pays connu pour sa rigueur en matière sanitaire et effectivement font l'objet aussi de contrôles à leur arrivée sur le marché européen. Vous dites l'AFSAP d'imposer une certaine crédibilité parce que j'imagine qu'il nuisait à votre image et donc à votre business indirectement? Oui et non, parce que si vous voulez, lorsque vous êtes sur un marché, donc des cosmétiques, le fait de créer une anxiété auprès d'un produit ou d'une substance peut avoir des dommages collatéraux. Donc en l'occurrence, nous n'avons pas été impactés, mais ce genre de choses ne sont jamais bonnes, je pense, pour les affaires et pour un marché, en l'occurrence le nôtre, les cosmétiques capillaires. Alors, vous dites que les produits cosmétiques qui sont utilisés pour ListFactor contiennent des ingrédients qui sont plutôt nobles. Qu'est-ce qu'on entend par produits nobles et comment le consommateur lambda peut vérifier ce type d'information? Oui, c'est très important, effectivement. Les ingrédients nobles dont nous parlons sont des ingrédients qu'on a plutôt l'habitude de rencontrer dans des cosmétiques peau. Je pense au collagène végétal, à la protéine de soie, qui sont développés par un laboratoire qui a l'habitude des cosmétiques peau. Donc, ce sont des ingrédients qu'on peut retrouver au dos d'un produit. Voilà, donc ils sont mentionnés sous forme de INCI.
qui sont les ingrédients et compositions internationales. Alors vous, Sarah, vous n'êtes pas du tout sur le secteur du cheveu, même si ça peut faire partie dans un court ou long terme de vos produits. Racontez-nous un petit peu la particularité donc, de votre business. Donc en fait, nous, ça va être uniquement des produits donc, de soins et de maquillage de marque américaine. On s'est rendu un petit peu compte, comme vous, qu'il y avait une demande et un besoin sur beaucoup de forums de jeunes filles ou jeunes femmes qui étaient allées aux États-Unis, qui avaient utilisé des produits, qui les trouvaient super et qui ne les trouvaient pas en France, donc qui se les faisaient envoyer par une copine. Enfin, c'était un peu... Donc on avait vraiment vu un réel besoin. Et puis, par mon expérience personnelle aussi, puisque quand j'habitais aux États-Unis, je trouvais, et que je revenais en vacances en France, il y avait des produits que j'avais du mal à trouver. Et on parle toujours de l'exemple des cupcakes, où on se disait, voilà, ça marchera. Quand j'étais aux États-Unis, on se disait les cupcakes, ça marchera jamais en France, au pays de la boulangerie. Et en fait, on s'est dit, non, les cosmétiques américains peuvent marcher en France. Et donc, avec Gaëlle, on a fait une étude de marché et ça nous a conforté dans notre idée. Il y avait vraiment un réel besoin. Et pourquoi que les produits américains? Parce que finalement, les produits aussi anglais peuvent être plébiscités, australiens ou peut-être africains également. Ouais. Est-ce que c'était juste un choix Alors, le premier choix, c'est donc de par mon expérience personnelle, puisque j'avais vraiment aimé les produits voilà, que j'avais testés. On avait aussi remarqué que, vu le melting pot aux États-Unis, les produits sont formulés pour le plus grand nombre, donc ils sont très bien tolérés au niveau des différentes peaux. Et puis aussi, au niveau des tendances qu'on avait remarquées, et dans beaucoup de secteurs, notamment la télévision, beaucoup de séries américaines, voilà, de plus en plus. Voilà. Tout ce qui est red carpet, donc quand on voit les stars américaines, comment elles s'habillent, comment on commence à voir ça aussi en France. Au niveau culinaire aussi, on voit des food trucks qui proposent des hamburgers dans les rues de Paris. Enfin, on avait vraiment l'impression que voilà, il y avait une tendance, on a toujours eu une tendance à l'américanisation en France, mais encore plus développée, donc on avait envie de surfer sur la vague. Quand on pense au business de la beauté, on pense un petit peu au business de la mode, qui est assez complémentaire, oui, et on s'imagine un business un peu impitoyable, parce que la concurrence est redoutable, il y a énormément de concurrents. Comment vous vivez justement cette concurrence à votre manière, chacune ? Pour notre part, dans notre secteur, nous avons effectivement une concurrence qui est détenue par des très groupes, des firmes multinationales. Donc effectivement, au départ, il n'est pas facile de créer son activité dans cette optique-là. Effectivement, nous en avons tiré parti de notre petite taille, des investissements qui étaient donc, de la part des firmes multinationales colossaux, pour lancer un produit. Donc effectivement, il y a tout un tas d'astuces et de moyens pour créer des canaux de distribution originaux, notamment la vente en ligne, qui nous ont aidés et effectivement proposer une offre originale. Voilà. On va parler justement de vos canaux. Vous avez par exemple les partenaires qui sont les salons de coiffure, absolument, qui j'imagine sont vos partenaires numéro 1. Oui. Vous les approchez comment? Quels sont vos arguments? Comment vous concrétisez justement Oui, alors autre originalité dont nous avons fait l'objet. Donc effectivement, nous n'avons pas démarché ces établissements dans un premier temps. Donc nous avons fait beaucoup de communication auprès d'eux, donc de communication de type marketing direct et indirect. Et ces établissements nous ont approchés pour travailler avec nous. Donc nous avons d'abord équipé les établissements de plus grand nom et prestige, pour ensuite effectivement commencer maintenant à démocratiser le produit en démarchant sur une offre beaucoup plus généralisable. Alors c'est quoi vos stratégies de communication et marketing quand vous devez faire face à des géants en face de vous qui proposent les mêmes produits? Vous parliez d'astuces, j'imagine qu'il y a les réseaux sociaux, j'imagine que voilà, c'est quoi ces astuces qui éventuellement peuvent intéresser les femmes qui souhaitent monter leur entreprise? Oui. Alors effectivement, Internet est un outil formidable, donc il existe tout un tas de réseaux sociaux et c'est également en perpétuelle évolution, donc il faut sans arrêt être à la page. Je pense à Twitter, je pense à Facebook, qui sont des outils absolument formidables pour communiquer de manière assez légère et tout en donnant un message assez clair, tout compte fait. Vous avez des outils qui sont également les propres clients, qui constituent des points de communication importants. Bouche à oreille. Absolument, le bouche à oreille, la prescription également. Donc tout un tas d'éléments qui font également notre positionnement au quotidien et notre développement. Mais c'est vrai que quand on est une petite structure, on a peut-être cet avantage par rapport aux grandes. C'est que du coup, on est beaucoup plus flexible et au niveau de la communication avec les potentielles consommatrices, c'est beaucoup plus facile. Donc, par exemple, nous, on va avoir une partie blog, une partie communautaire sur notre site, voilà. Justement pour favoriser cette relation un peu plus personnelle par rapport à des sites
que je ne vais pas citer, mais qui sont, voilà, mais qui ont beaucoup plus de moyens, qui sont vraiment des grosses machines industrielles. Et c'est vrai que pour nous, qui sommes en phase de lancement, on préfère miser voilà, sur une relation plutôt pérenne et plus personnelle. Alors Sarah, vous travaillez avec les États-Unis, comment ça se passe? Vous avez des personnes sur place qui vous aident? Je pense notamment à tout ce qui est import de produits, l'import-export, quand il y a des retours clients pour diverses raisons. Comment ça se passe? Alors donc nous, on n'a pas encore de bureau là-bas, ça sera plutôt dans une deuxième étape. Pour l'instant, on parle en direct avec nos marques là-bas. Voilà. Donc ça sera plus dans un deuxième temps, on ira implanter des bureaux là-bas. Alors vous êtes principalement sur un business e-commerce, donc doublement concurrentiel. Au-delà de la beauté. Est-ce que le secteur est entre guillemets bouché, même s'il y a toujours de la place pour tout le monde sur le e-commerce? Est-ce que vous avez des concurrents sur la toile qui sont vraiment redoutables? Et comment vous arrivez à pallier à ça? Oui, alors bon, c'est sûr, on a vraiment des concurrents qui sont de grosse taille. Mais nous, encore une fois, on mise sur le fait qu'une petite structure est beaucoup plus flexible. Et puis vraiment au niveau de la communication, notamment avec des blogueuses, avec voilà, des choses que les grandes marques, parce qu'il faut savoir qu'elles apprécient par exemple les blogueuses d'avoir des relations un peu plus personnelles avec Gaëlle, mon associée et moi-même. Voilà, on est les cofondatrices, on s'adresse directement à elle. Et c'est beaucoup plus, en termes de relations, c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous avez des critères particuliers dans le choix de vos produits? Parce que vous travaillez avec toutes les marques américaines confondues. Ou est-ce que vous avez quand même des critères? Alors en fait, Gaëlle et moi, on fait vraiment une sélection des produits qu'on va vendre. Voilà, c'est vraiment le petit côté, c'est notre touche personnelle voilà, sur le site. C'est que c'est des produits qu'on a utilisés, que nous aimons et voilà, qu'on apprécie. Donc on ne va pas travailler forcément avec toutes les marques. On fait aussi un certain choix au niveau des gammes. Voilà. Mais c'est vraiment des produits que nous avons choisis. Alors si je ne me trompe pas, vous avez démarré donc, avec 6 000 €. Oui. Est-ce que c'est autofinancé ou est-ce que vous avez fait appel à un organisme financier? Alors, on a fait appel on a un prêt bancaire, en fait. Et on a été d'ailleurs agréablement surpris par l'enthousiasme de notre banquière. Parce qu'en général, quand on se lance dans un business qui n'est pas connu ou peu connu, on est quand même assez frileux à financer des projets qui n'ont pas fait leurs preuves, en tous les cas sur le territoire national. Voilà, donc ça nous a vraiment conforté dans notre idée, en fait, puisque notre banquière a été plutôt enthousiaste. Et c'est vrai que, bon, parfois, quand on parle d'un projet d'entrepreneuriat, les gens ont tendance à nous décourager, à nous dire avec la crise, tu sais, je ne sais pas si c'est le bon moment pour se lancer. Et en fait, on s'est dit non, on va le faire quand même. Et on a vraiment été agréablement surprise. Donc on s'est dit, voilà, il n'y a pas de raison. Si on a eu le prêt bancaire... il faut se lancer. Vous l'avez bien défendu. Voilà, je pense qu'elle a été, puis c'est aussi notre complicité et puis vraiment la complémentarité de nos parcours et de nos profils, je pense qu'il l'a rassuré dans notre projet. Alors Sarah, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais Rizlaine, les marges dégagées sont-elles suffisantes pour vous rémunérer aujourd'hui? Oui, heureusement. Heureusement, pour 7 ans, j'imagine. Oui, effectivement. Donc effectivement, au départ, il faut ne pas penser à sa rémunération personnelle, mais nous avons réussi assez rapidement, ma foi, à nous dégager une rémunération, donc qui est divisée une rémunération fixe et une part variable en fonction de l'activité qui est effectivement en perpétuelle croissance. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? J'imagine que oui, Sarah, parce que vous êtes en pleine création. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont celles que vous avez rencontrées, Rizlaine? Et comment vous avez fait pour y pallier, justement? Les difficultés sont au quotidien en tant que chef d'entreprise. Donc effectivement, on doit en permanence, et c'est l'avantage de ce métier, se reconfigurer pour faire face à des situations qui sont nouvelles, des aléas environnementaux. Je pense, pour ma part, au tsunami du Japon qui a effectivement... Oui, c'est un détail mais tout un tas de choses et qui, pour vous expliquer qu'il y a en permanence des aléas auxquels il faut se reconfigurer et réadapter donc sa stratégie. Voilà. Est-ce que vous avez fait appel l'une et l'autre à des organismes d'aide à la création au féminin? Non. Ou est-ce que vous avez suivi des formations peut-être que vous pourriez Mon associée Gaëlle a suivi une formation de femmes créatrices à l'IRFED, au sein de l'IRFED, pendant plusieurs mois, et qui l'a vraiment beaucoup aidée au niveau l'acquisition des connaissances, c'était important. Et qui vous aide aujourd'hui donc qui nous aide donc, qui rebondit, qui nous aide toutes les deux du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux femmes entrepreneuses donc, qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer dans un business parallèle au vôtre ou semblable au vôtre? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? La passion de ce qu'elles font, ça c'est certain. Effectivement, faire preuve en permanence de sang-froid, de bien réfléchir avant de prendre une décision. Voilà. Et dans le cas d'associés, puisque c'est également mon cas, de prendre des décisions collégiales et de consulter son associé en permanence pour avoir ne serait-ce qu'un contradicteur de temps en temps, c'est également utile. Pour moi, ça serait de ne pas se décourager,
puisque c'est vraiment un processus itératif, la création d'entreprise. Donc on fait quelque chose, on teste, ça ne marche pas, on revient, on teste. Donc voilà, de ne pas se décourager et parfois de suivre aussi son instinct, parce qu'on a tendance à trop écouter son environnement ou les clichés qu'on peut parfois entendre ici et là. Et donc de suivre un peu son instinct, parfois, ça paye. Voilà, c'est ça. Merci l'une et l'autre d'être venus sur ce plateau pour nous parler de vos activités respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Demain et We Do Biz Radio.